Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce que j'anime maintenant depuis de nombreuses années, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques et leurs recettes pour vendre mieux et plus en ligne. On parle d'histoire entrepreneuriale sur Le Panier et ça vous plaît et ça me plaît. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa, cabinet de conseil en stratégie digitale qui aide les marques à mieux se raconter pour mieux vendre avec du branding, de la communication et du e-com. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Lucas Lefebvre que j'avais reçu en 2022, en octobre, fin 2022, octobre 2022, ça fait exactement 3 ans, à peu près exactement 3 ans, pardon. Et il s'est passé pas mal de choses depuis pour La Fourche, qui est la société que tu as cofondée avec Boris Meuton et Nathan Labatte. C'est bon, c'est juste, j'ai bien prononcé, c'est tout ça. C'est un épisode que vous aviez beaucoup aimé à l'époque. Il se trouve, alors l'épisode n'est pas sponsor, mais que je suis devenu client. Je me suis dit, après l'épisode, on va tester. Je suis toujours aujourd'hui et je fais partie, je crois, du segment des plus engagés. Et du coup, j'ai plein de questions pour comprendre ce qui se passe derrière l'application mobile dans laquelle je commande à peu près tous les mois mes produits. Tu vas... me raconter ce qu'est La Fourche, me rappeler ce qu'est La Fourche, me parler du modèle, puisque vous avez un modèle d'adhésion qui est un petit peu particulier, mais qui vous permet de réduire l'impôt GAFA. C'est comme ça que Lucas l'a dit tout à l'heure, tu m'expliqueras ce que c'est. On va parler du triptyque qualité, praticité, prix, qui est celui qui définit l'offre de La Fourche. On parlera un peu du marché. Et puis ensuite, on parlera de pas mal de choses, mais en gros, quand je t'ai reçu, vous étiez à 70 000 utilisateurs, clients, adhérents, pardon, vous êtes à 150 000 aujourd'hui. Vos croissances sont insolentes. Vous devriez passer en 2025 les 100 millions d'euros de volume d'affaires sur La Fourche, qui est juste incroyable, et atteindre la rentabilité l'année prochaine. Vous venez de closer une impressionnante levée de plus de 30 millions d'euros qui va vous servir à revoir justement quelques sujets comme l'expérience utilisateur, l'expérience client, la livraison. On parlera de cette levée. Tu me parlais de sexiness tout à l'heure dans l'univers des levées de fonds. Tu me diras ce qu'il en est. On parlera aussi de la marque La Fourche qu'on peut retrouver sur le site. Quelle est sa place? C'est une marque que vous avez lancée en 2020. On parlera un peu d'international et surtout on parlera, et je te poserai la question de comment tu expliques cette insolente croissance que vous avez connue à deux chiffres importants ces quelques dernières années. Ça nous fait tout un programme, je suis très heureux de te recevoir. Également, merci de me réinviter, ça fait très plaisir. On a réalisé qu'on est voisins puisque vous êtes pour l'instant dans le 19e arrondissement, voisins de là où j'habite, pas de là où je travaille, mais vous déménagez bientôt dans le 11e, mais on est vraiment pas loin. À Paris, pardon. Voilà. Parenthèse tout à fait inintéressante, chers auditeurs, je vous prie de m'excuser. C'est quoi La Fourche? Alors, La Fourche, c'est un magasin en ligne qui se bat pour rendre les meilleurs produits bio et écolo accessibles à tous. Et donc, pour faire ça, on fonctionne avec un système d'adhésion. Et donc, on a souvent, c'est pour ça que je te disais que c'était intéressant de parler du modèle et comment on arrive à être moins cher, le magasin le moins cher de France. Donc, on est élu depuis quelques années magasin le moins cher de France par un panéliste. Donc, c'est des vraies données marché partout en France. Comment on y arrive? C'est parce que justement... Quelle catégorie? Catégorie épicerie bio. Épicerie bio, vous êtes l'épicerie bio la moins chère de France. Ouais. Okay. Ouais, c'est Distriprix qui fait ça. Je vous invite à regarder Distriprix sur Internet. Donc ouais, ça fait plusieurs années qu'on est les numéros 1 au classement, donc les moins chers. Et donc tout l'enjeu, toute cette capacité à être moins cher, en fait, elle est vraiment liée à notre modèle d'adhésion. Et je parlais donc d'impôt GAFA. Il y a trois la raison principale pour laquelle ce modèle nous permet d'être moins cher, c'est que il faut savoir qu'on achète, et tu imagines que tes auditeurs sont bien au courant de ça, quand on achète un produit sur Internet, il y a à peu près un quart du prix qui tombe directement en publicité. Enfin, ça représente le coût de la publicité, qui est un peu l'équivalent du coût d'un magasin physique pour du coût du loyer d'un magasin physique qui donne accès à une zone de chalandise. En fait, sur Internet, si on n'a pas la publicité, on n'a pas accès à la zone de chalandise, donc on ne peut pas exister. Et donc, un magasin classique va devoir faire de la publicité pour faire venir ses adhérents, ses utilisateurs, une fois, et les faire revenir en permanence. Parce que le CRM, ça ne suffit pas. Il faut se rappeler à leur existence. Et donc, nous, comme on a un système d'adhésion, on va dépenser en publicité une fois pour faire venir les gens. Mais ensuite, ils prennent leur adhésion. Leur adhésion, souvent, comme ils sont satisfaits, ils la gardent plusieurs années. Et pendant toutes ces années-là, on ne fait plus de publicité pour ces adhérents-là. Donc, on économise énormément. Et donc, cette part de 25% de coûts publicitaires, nous, on l'a réduit à 3-4%.
3-4% parce que l'adhésion, elle coûte combien? Parce que l'adhésion, elle coûte 59 €. Et on dépense en moyenne? Et après, on dépense le panier moyen à peu près à 100 €. Et combien de commandes par an? Tu m'avais annoncé 3 il y a quelques années. Ouais. 3 commandes? Je crois, je regardais les chiffres, les Non, KPI. c'était plus. 2-3 commandes par mois, c'est possible? Non, c'est trop ça. Aujourd'hui, on est plus à une commande tous les 40 jours. Okay. C'est à peu près ça le rythme. Donc, c'est un peu moins d'une commande par mois. 9 commandes par an. Ouais, voilà. C'est à peu près 9-10. Mais ça varie en fonction des typologies d'utilisateurs. Globalement, c'est à peu près ça. C'est 100 € tous les 40 jours. Ok. Après, ça dépend de notre niveau de marge sur les commandes, etc. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est beaucoup plus efficace d'un point de vue publicité que des magasins classiques ou que des magasins en ligne classiques ou que des magasins physiques parce qu'on n'a pas le coût du loyer. Et en fait, cet argent-là qui normalement part dans les poches des GAFA, c'est pour ça que je parle de l'impôt GAFA, parce que c'est quand même un monopole qui est principalement détenu par... qui part en Irlande, qui est souvent pas taxé. Donc je pense qu'à l'heure de la nécessaire réflexion sur l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis, je pense que c'est un modèle qui est finalement assez vertueux, parce qu'on arrive à échapper à cet impôt et finalement à reverser ce qu'on versait donc aux Américains, aux consommateurs, sous forme d'économie, tout simplement. Mais alors, il me semble que les économies sont supérieures à ces 3-4% que représente le coût de l'adhésion, et l'économie par rapport au... C'est la différence entre 25 et 3-4. Donc là, tu as déjà 20 points d'économie. Ça, c'est Oui, pardon, compris. Ensuite, le deuxième sujet, c'est l'assortiment. C'est-à-dire qu'on a un assortiment qui est pensé pour les économies. Donc on va avoir du vrac. On est le plus gros distributeur de vrac en ligne en France. Qu'on en sache nous-mêmes. Donc on a fait construire une machine spécifiquement pour en sacher. Ça n'existait pas. On a fait développer par des ingénieurs pendant 1 an qui nous ont pondu cette machine, qui est capable de peser très rapidement, qui est une peseuse industrielle, mais qui ensache dans des papiers craft. On voulait surtout pas de plastique parce qu'il fallait respecter nos engagements. Et donc on est les seuls à pouvoir ensacher à cette vitesse-là dans du craft recyclé, recyclable. Donc du vrac. Le vrac, pourquoi est-ce que fondamentalement on sera toujours moins cher en vrac en ligne que en magasin? Ça, c'est une bonne question aussi. Quand les gens tombent sur le prix de notre vrac, ils hallucinent. Ils se disent mais comment c'est possible que ce soit aussi peu cher? En fait, en magasin, et ça c'est des gens de grande distribution qui m'ont appris la raison, je ne le savais pas avant, le vrac en magasin est forcément cher parce qu'il y a un coût de la perte qui est phénoménal. C'est une question que je me posais, c'est hyper intéressant, vas-y. Pourquoi? Parce que de manière légale, à partir du moment où quelqu'un a touché un produit, il l'a mis dans un sachet, on ne peut pas le remettre dans les rayons. Et en fait, ça coûte tellement cher le vrac qu'on va soi-même se servir des noix de cajou enrobées de chocolat en disant « Oh, ça a l'air super, je vais me servir. » Hop, on verse, c'est un peu trop. On se dit « Bon, on va peser 250 grammes. En fait, j'en ai pour 20 €. » Ah ben non, je ne vais pas prendre. Et je vais reposer. Et en fait, ça part à la poubelle. Et ça représente un manque à gagner phénoménal, une perte phénoménale pour les magasins. Ils sont obligés de l'intégrer dans le prix. Un gâchis incroyable, surtout. Un gâchis incroyable. Et ils sont obligés de l'intégrer dans le prix. Et donc, de fait, de part, il suffit qu'il y ait une personne toutes les 100 qui jette en fait 20, 30 €, en fait, ça augmente le prix. Et donc, nous, on n'a pas ces pertes-là. Donc, on est forcément plus compétitif. C'est un vrac, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais je me permets d'expliquer. C'est un vrac où en fait on achète des quantités qui sont prédéfinies sur le site, c'est ça? On a 200 grammes de coquillettes ou 1 kilo de coquillettes, mais vous faites l'ensachage. Donc, je dis une bêtise? Ouais, alors c'est un bon point. Et d'ailleurs, on s'est fait un peu retoquer là-dessus. On ne devrait pas pouvoir utiliser le terme de vrac parce que le vrac, c'est dans le code de la consommation. Ça correspond au fait que l'utilisateur doit pouvoir choisir la quantité précise. Nous, c'est standardisé. C'est un vrac standardisé dans le sens où vous ne pouvez pas choisir 122,5 grammes de noix de cajou. Ça va être soit 125, soit 250, soit 500. Voilà, on a standardisé les packaging pour des raisons logiques de logistique. Donc, c'est pas vraiment... On a appelé ça les sachets malins maintenant sur le site parce qu'on n'a pas le droit d'appeler ça vrac. Mais dans les faits, c'est un peu la même logique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'emballage standardisé. C'est nous qui faisons l'emballage. Et du coup, en fait, c'est du réensachage. C'est-à-dire qu'on fait ce que l'utilisateur fait, mais à une échelle industrielle. On achète 10 tonnes de noix de cajou et on l'ensage dans des sachets vrac. Et comme ça, il y a beaucoup moins de plastique. Il y a combien de produits au catalogue? Combien de références? Aujourd'hui, on a à peu près 4000, un peu plus de 4000. Et combien qui sont disponibles en vrac?
En vrac, on est autour de 200. Alors en vrac, aujourd'hui, on est limité par des sujets, on va dire, industriels, dans le sens où il y a certains produits qui passent pas dans la machine. Par exemple, si c'est des produits collants, ou si c'est des produits qui sont trop... les farines... Mais ça veut dire que tu as quand même... Alors, je sais pas, je pose la question. Tu as 200 machines qui permettent d'empaqueter 200... C'est une machine qui fait des batchs. Par exemple, en une demi-journée, elle va faire que oui, d'accord. besoin. Okay. Et ensuite, et tu changes la pro derrière. Voilà, okay. Mais bon, c'est une machine qui est assez intéressante à regarder parce que c'est un bel outil. Mais revenons au sujet. Au modèle. Donc, on était sur l'assortiment. Donc, la deuxième raison pour laquelle on a des prix aussi bas, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé notre assortiment. Le vrac. Deuxième point, dans la partie assortiment, l'anti-gaspi. Donc, on a un rayon anti-gaspi qu'on a été un premier en France à développer. Alors, l'anti-gaspi, qu'est-ce que c'est ? C'est des produits qui allaient être jetés à la poubelle pour des raisons absurdes, disons-le, qui sont... ça s'est rapproché, elles sont trop rapprochées de la date de durabilité minimale. Alors, c'est pas de la date de consommation limite, c'est de la durabilité minimale. C'est-à-dire qu'on peut la dépasser, ces produits qui sont toujours bons à consommer. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est toucher, sentir et regarder. C'est vraiment mais voilà, c'est une indication que l'industriel donne pour être sûr de se baquer si jamais il y a un souci. Tu t'évites le class action à la... Exactement. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, donc ça, c'est un magasin, en fait, a le droit, la règle en grande distribution, c'est quelque chose qu'on a appris aussi, c'est que va imposer au minimum 3 mois de date de durabilité minimale avant d'acheter le produit. Donc ça veut dire que s'il y a moins de 3 mois, pour une raison quelconque, le producteur n'a pas réussi à écouler son stock et il n'a plus que 3 mois, en fait, il ne trouve plus personne pour l'acheter, quoi. Donc c'est là où nous, en intérieur, on dit « Ah, mais 3 mois, il n'y a pas de souci. C'est encore bon pendant 3 mois, enfin c'est encore bon pendant très longtemps, mais 3 mois, on a le temps de le vendre. Et comme on a des cycles de vente, on est un peu plus efficace, on arrive à écouler les stocks rapidement. » C'est aussi pour des raisons esthétiques. Des choses aussi bêtes que la dernière fois, on s'est retrouvé avec un stock de lentilles corail qui n'était pas assez couleur corail. Donc c'est des lentilles qui sont excellentes, mais elles ne sont pas assez couleur corail, et du coup, elles sont refusées par la grande distrie, ou les grandes marques, les grandes marques de distribution. Ou c'est des trucs d'emballage. Vous faites une opération spéciale 2+1. Et en fait, cette opération spéciale, elle est limitée dans le temps. Vous faites ça pendant 2 mois. Puis il vous reste 3 palettes de 2+1. Vous ne pouvez plus les vendre parce que vous les avez packagés ensemble. Nous, on les prend. C'est que des trucs absurdes, de produits qui sont tout à fait bons et qu'on vend jusqu'à moins 70%. Et il y a un dernier sujet très rapide, c'est les gros formats. On a fait un énorme travail sur les gros formats. Je ne sais pas si toi, avec une famille de 2-4, tu en es fan, mais tu vois, on est parmi les seuls à acheter des bidons, à vendre des bidons d'huile d'olive de 3 litres. C'est ce que j'achète régulièrement. Ouais, voilà. Enfin, régulièrement ou même pas. Moi, mais, tu vois, des sacs de pâtes de 5 kilos, des sacs de riz de 3 kilos. Enfin, voilà, et de fait, comme il y a moins de travail dans sa charge, c'est moins cher au kilo. L'épicerie bio la moins chère de France, avec ce positionnement qui est plutôt sélectionneur que distributeur. Sur une catégorie, tu ne vas pas forcément avoir des produits concurrents. Tu me disais ça tout à l'heure. Tout à fait. C'est la troisième raison. On a fait la première, le modèle. La deuxième, la sélection. Et le troisième, c'est la manière dont on gère nos producteurs. Donc nous, on se voit plus comme un sélectionneur en effet qu'un distributeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait le travail de sélection pour nos adhérents. C'est un peu notre marque aussi de fabrique, c'est de faciliter la vie des gens. Dans le triptyque, on en parlera, notre proposition de valeur, c'est vraiment le prix, la praticité qui est très importante, et la qualité des produits. Et donc la praticité, c'est faire des livraisons qui marchent bien partout en France, mais c'est aussi de se dire, c'est quand même une charge mentale phénoménale pour une famille qui a autre chose à faire, à la fois se poser la question de c'est quoi les meilleurs produits pour moi, c'est quoi les meilleurs produits pour la planète, c'est quoi les meilleurs produits pour mes enfants, etc. Donc nous, on fait ce travail en amont, et c'est un avantage pour nous. Alors c'est un avantage évident pour le consommateur, mais c'est un avantage pour nous qui est que, au lieu de discuter avec 10 marques différentes pour une huile d'olive, on va discuter avec une marque, parce qu'on a sélectionné la meilleure. Et du coup, on va concentrer nos achats auprès de cette marque, et on va avoir, pour cette marque-là, on va représenter, on va proportionnellement être beaucoup plus important dans leurs achats qu'un autre distributeur qui a beaucoup plus de volume au global. Parce que l'autre distributeur, il va discuter avec 10 autres producteurs. Et c'est un autre avantage pour les producteurs, qui est qu'ils ne sont jamais en concurrence
sur leurs mêmes produits, ils sont jamais en concurrence avec d'autres producteurs. Donc on les met vachement en avant. Donc il y a vraiment un truc une fois qu'ils sont rentrés chez nous, ils ont en fait un endroit où ils peuvent vraiment présenter leurs produits auprès d'une audience qui est très sensible à ce genre de produit. Donc ça leur donne aussi un boost de notoriété et ils voient aussi après des ventes qui augmentent dans d'autres canaux. Ce qui est hyper intéressant, mais le plus intéressant pour vous, c'est que vous êtes, au lieu de diluer votre force d'achat, votre pouvoir d'achat, votre poids dans la négo sur 3 producteurs de cacahuètes, il y en a un, et tout le flux va à lui. Exactement. Okay. Et donc on a des meilleures négociations. Si tu veux, on a des niveaux de négociation avec le volume qui sont équivalents à un distributeur qui ferait en fait 5 fois plus de volume que nous. Et il y a un dernier point aussi qui est intéressant, et ça je ne sais pas s'il y a grand monde qui s'en rend compte, c'est que c'est l'avantage en fait... Dit-il en regardant les caméras. Donc vous pouvez répondre et hocher la tête derrière le... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Non, mais c'est que en fait nous, on est parmi les seuls à avoir, avec la distribution spécialisée, à avoir un assortiment qui est 100% bio, 100% engagé. Et ça nous donne on va dire un avantage comparatif avec la grande distribution qui est important, qui est que la grande distribution, en fait, ils ont des rapports de négociation qui sont différents en fonction des producteurs à qui ils s'adressent. Et là où ils ont le moins de puissance, c'est face aux plus gros producteurs. Et les plus gros producteurs, c'est quoi ? C'est les produits les plus transformés, qui sont en fait les produits qui sont comparés par les consommateurs français quand ils arrivent dans un magasin. Ils vont regarder à quel prix le Coca-Cola. Je cite une marque, désolé, mais à quel prix sont en fait les produits des plus grandes marques, on va dire Unilever, Nestlé, Mars. C'est ça, et c'est là-dessus où les marges sont les plus faibles. Ils sont à 10%, qui est le minimum syndical. Et donc, comme ils ont une structure de marge qui n'est pas non plus hyper intéressante, c'est compliqué la distribution, ils vont se rattraper sur les produits. Mécaniquement, depuis qu'ils existent, en fait, ils se rattrapent sur les produits qu'ils considèrent comme moins essentiels, ou en tout cas qui sont à des publics qui sont un peu plus privilégiés, qui sont prêts à payer un petit peu plus. Et donc les produits bio. Donc c'est pour ça que mécaniquement, ils sont obligés de surmarger. Il y a eu cette étude de 60 millions de consommateurs sur les surmarges dans le secteur du bio. On avait vu que, en effet, les marges étaient beaucoup plus élevées. Et ce n'était pas lié au prix de production, c'était vraiment pour augmenter ces marges et en fait compenser les marges très faibles sur les produits les plus accessibles, qui sont les produits des grandes marques. Et donc nous, on n'a pas besoin d'être à 10% sur Coca-Cola, on n'a pas besoin d'être à 10% sur Liquid Cat. On n'a pas ces produits-là. Donc on peut se permettre en fait d'avoir des niveaux de marge qui sont inférieurs avec nos producteurs pour, encore une fois, avoir des produits qui sont plus accessibles. C'est une super transition vers la rentabilité dont je voulais parler dans ce secteur de l'épicerie où on voit tout et son contraire. Vous avez fondé en 2018. Vous devriez atteindre 100 millions d'euros de volume d'affaires cette année, ce qui est un super vanity metrics, mais plus important encore pour un fondateur d'une boîte qui s'est financée comme vous. Vous devriez atteindre la rentabilité l'année prochaine, en 2026. La rentabilité dans ce secteur de centimiers, c'est uniquement du volume. Comment est-ce qu'on l'atteint et qu'est-ce qui va vous permettre de... Alors déjà, c'est notre objectif depuis le tout début. Donc c'est un long chemin. Et ce que je te disais d'ailleurs en intro, quand on discutait avant, c'était que aujourd'hui, vu le contexte économique, je ne sais pas si on aurait pu lancer la fourche aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a financé notre croissance à perte pendant des années et on n'avait pas le choix de le faire. C'est vraiment, quand on a lancé la boîte avec mes associés, on savait que c'était le seul chemin possible. Il n'y avait pas de... Il y a encore des boîtes aujourd'hui... autofinancer notre entreprise. Il y a encore des boîtes aujourd'hui qui se créent, qui aient de l'argent et qui voient une rentabilité long terme, pas forcément immédiate. Pourquoi tu dis que tu n'aurais pas pu le faire aujourd'hui ? Parce que nous, on est dans un marché qui est particulièrement peu sexy, c'est pour ça que je te parlais de sexiness, on y vient. Qui est particulièrement peu sexy pour les investisseurs, dans le sens où... En fait, quand on va lever des fonds, on est en concurrence avec ce qui se fait sur le marché. C'est rare d'avoir des fonds qui sont très spécialisés dans des domaines. Il y en a, mais globalement, on est en concurrence avec... et en ce moment, on est en concurrence avec des boîtes d'IA qui affichent des rentabilités phénoménales avec des taux de croissance jamais vus. Avant, on était en concurrence avec des boîtes de SaaS qui, avec des devs et des commerciaux,
font des boîtes avec des niveaux de rentabilité. Et donc là, on leur dit, nous, en fait, on va avoir rentabilité, mais vraiment, vraiment, on est des centimiers, donc ça va être juste rentable. Et en plus, on a de la logistique, des colis à envoyer, énormément de main-d'œuvre pour gérer tout ça. Et puis, il y a des fois des colis qui partent dans toute la France. Il va falloir répliquer le modèle à chaque fois de manière locale à l'international. Enfin, c'est une complexité sans nom. Pour un investisseur qui a l'habitude de gérer en fait des boîtes, en gros où il y a des équipes, un produit, des product managers, des tech et des sales et des account managers, c'est quand même plus facile et je le comprends. Nous, on est sur un modèle qui est hyper complexe parce qu'il faut être bon à la fois sur la partie digitale, il faut être bon sur la partie logistique, il faut être bon sur la partie achat. C'est beaucoup plus d'inconnus, beaucoup plus de risques. Donc, c'est pas du tout un modèle qui est sexy. Et puis, dès qu'on parle de stock, nous, on a un stock. On a plusieurs millions d'euros de stock. S'il y a un incendie dans notre entrepôt. Enfin, tu vois, c'est tous ces risques, en fait, qui font que ça rend le modèle qui n'est pas du tout sexy, en fait. Et surtout, c'est des modèles auxquels ils sont pas forcément habitués. Parce que, en général, les sites de e-commerce, ils bootstrap. Tu vois, c'est plus des boîtes qui se développent sur un temps un peu plus long, par Amazon, hein, mais... Et du coup, c'est pas hyper intéressant pour eux. En tout cas, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Ouais. Alors, malgré ça, on a réussi à lever, hein, mais... Bon, ils avaient déjà beaucoup investi, donc il fallait terminer l'histoire. Ouais. Et puis, ce que je disais par rapport à ça, c'est que la dernière levée qu'on a faite, donc on a levé 31,5 millions d'euros, on est hyper contents, et c'est génial. On a la BPI qui est entrée à Stanor, des fonds d'impact. Donc en plus, ça, c'est en accord avec nos convictions et notre volonté d'aller pousser l'impact. Mais aujourd'hui, on faisait 70 millions, 75 millions de chiffre d'affaires. On avait des KPI qui étaient en amélioration constante depuis des années. Ça faisait 7 ans qu'on délivrait, qu'on exécutait quand même relativement bien. Donc on avait tous les KPI qui étaient au vert en fait. Et ça faisait quelques années qu'on prédisait assez bien en fait. Notre BP en fait suivait, on s'est pas trop foiré quoi. Donc en plus, on avait cette capacité d'anticipation et de prédiction qui était assez bonne. Donc, finalement, quand on regardait le truc, nous, on était là, c'est la levée dans laquelle on arrive, où on est le plus confiant. Parce que vraiment, on n'a jamais été aussi dans le vert, quoi. Et pourtant, ça a été compliqué parce que on est dans un moment, en fait, où d'incertitude généralisée, où les fonds sont un peu attentistes, on fait attention, et où la croissance... Quand on a levé en 2022, notre levée précédente, c'est 2022, le maître mot, c'était la croissance. C'était juste avant la crise. La rentabilité, c'est pas très grave. On veut de la croissance, pousser la croissance. Aujourd'hui, c'est rentabilité. Donc, on voit vraiment que le mindset a changé. Et avec ce mindset-là de rentabilité avant tout, on n'aurait pas pu lever. Si on avait commencé aujourd'hui en disant, en fait, on va financer la croissance pendant 5, 6, 7, 8 ans avant d'être rentable, et encore... C'est en faisant plein de paris, parce qu'à l'époque, on avait moins de certitude que maintenant. Je pense pas que ça aurait marché. 2022, on parlait du prix tout à l'heure, du bio, sur lequel les grands acteurs margent plus ou rattraper leur marge par rapport à leur vache à lait. Comment a évolué le marché du bio depuis 2022, quand on a enregistré ? Ça a été les pires années du bio depuis de mémoire de distributeurs. On en discutait avec les personnes qui siègent au Synadis, qui est le syndicat des distributeurs bio. Les pires années du bio, parce que le bio, c'est un marché qui est un peu particulier, parce que ça fait quasiment 30 ans qu'on est sur quasiment des croissances à 2 chiffres, en fait. Hein. Donc, ils ouvrent des magasins. Voilà, ils ne se posent pas la question tous les ans. Ça croît. Et là, c'est la première année où il y a eu... je crois qu'en 2022, c'était moins 8, et en 2023, c'était moins 10% sur le marché. Donc ça a été un peu cataclysmique, et c'est ces 2 années-là où nous, on a fait nos records de croissance. On a fait, en 2023, on a fait 76% de croissance. Alors que le marché faisait moins 10 à l'époque. Faisait moins 10. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce que dans une période où de contraction, enfin la période était à la contraction du bio, parce que le bio est toujours plus cher, et donc les consommateurs français réduisaient leurs dépenses en bio, enfin c'était l'inflation, etc. Et en fait, beaucoup d'utilisateurs se sont
de consommateurs se sont tournés vers la fourche parce que c'est le magasin le moins cher de France, tout simplement. Et donc, on a bénéficié un peu de cet avantage prix qui, voilà, dans le triptyque, le prix, là, a vraiment pris un peu plus de poids et d'importance. Et c'est pour ça que ça a marché. Mais voilà, aujourd'hui, le marché est de nouveau en croissance. Mais on est toujours, voilà, je te le disais, on est à 36% de croissance en 2025. Donc, ça reste des taux de croissance qui sont extrêmement satisfaisants, surtout pour un modèle de e-commerce où ces 36%, ça veut dire des colis en plus à envoyer, quoi. Des colis en plus à envoyer. Dans cette levée, vous n'auriez pas été sexy si vous le lanciez aujourd'hui. Tu parlais de ça, de votre sexiness. Tu me parlais aussi du rapport de force qu'on a quand on est entrepreneur avant d'avoir atteint justement cette rentabilité tant recherchée. Bah oui, parce que j'ai pas répondu à ta question. On va faire la transition sur qu'est-ce qui aujourd'hui, comment on va atteindre la rentabilité? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est... Oui. En gros, quand on regarde, nous, notre modèle économique, la rentabilité, elle vient aux 2/3 de la croissance. Parce qu'en fait, la croissance, mécaniquement, joue sur les volumes, joue sur l'amélioration de notre pouvoir de négociation avec nos partenaires. Nous, un de nos principaux coûts, c'est le coût de livraison. Plus on a de volume, en fait, plus on peut négocier des contrats intéressants avec les entreprises de livraison. Plus on a de volume, plus on peut améliorer les process à l'entrepôt, voilà. Surtout sur les achats de matières premières, etc. Avoir des meilleurs tarifs aussi avec nos producteurs. Et l'autre tiers, c'est de l'efficacité opérationnelle. Et là, ça va être de la mécanisation à l'entrepôt. Donc, on a acheté un robot, on va mécaniser d'autres choses, des outils, voilà. Et donc, ça reste quand même principalement du volume, quoi. Et donc, voilà, l'objectif, c'est la levée. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est... croissance et, on en parlait, expérience utilisateur. Expérience utilisateur à la fois du point de vue digital, donc comment faire pour... Parce que nous, on se voit vraiment comme l'allié du quotidien, et je parlais de charge mentale auparavant. Il faut savoir que 82% de nos adhérents sont des adhérentes. Alors la charge mentale des courses n'est pas encore bien partagée en France, de toute évidence. Donc messieurs, mettez-vous à faire les courses. Et donc c'est une vraie charge mentale. Peut-être qu'on est deux à ajouter des produits au panier et que c'est la femme qui fait qui fait le dernier, peut-être. Le dernier. Ouais, écoute, si c'est ça, ça va. Et non, et c'est une vraie charge mentale. Et donc nous, on essaye de rendre... Toute l'idée, c'est de faciliter cet acte d'achat. Et donc ça passe par donner le plus d'informations possible à nos adhérents, ça passe par beaucoup de pédagogie, ça passe par la recommandation. On fait un gros travail sur la recommandation produit. Enfin, moi, l'idéal, en fait, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est le rêve de tout distributeur, et c'est pour ça qu'ils essayent de nous fourguer leur carte de fidélité à tout bout de champ, d'avoir l'historique des achats. Parce qu'une fois qu'on a l'historique, on peut comprendre un petit peu quel est le profil du consommateur et pouvoir lui pousser les bons produits, faire du cross-sell, de l'upsell, etc. Nous, c'est pas dans une logique du cross-sell, de l'upsell, parce qu'on veut que les gens commandent ce dont ils ont besoin. Et on vendra jamais des trucs futiles. Ce qu'on voudrait, c'est faciliter l'acte d'achat. C'est-à-dire que, idéalement, on a tellement d'informations sur tes achats précédents et on sait que, t'es végétarien, mais un petit peu, t'essaies de réduire en tout cas les protéines animales, tu adores particulièrement tel type de thé, plutôt petit déjeuner que goûter. Enfin, toutes ces informations-là, tu peux l'avoir avec ton historique. Et comme en fait les gens sont adhérents, ils font des courses récurrentes, pouvoir te pousser en fait des paniers qui sont déjà prédéfinis, où l'acte vraiment de mettre au panier en te disant mais en fait tu as acheté 3 litres d'huile d'olive il y a 3 mois, et bien en fait vu ta consommation, ton historique, tu vas probablement arriver à court d'huile d'olive dans les 2 prochaines semaines. Donc, je te propose de l'ajouter à ton... Enfin, il y a plein de trucs que tu pourrais faire comme ça. Et nous, c'est vraiment notre objectif. Voilà, faciliter les courses grâce à toutes les technologies qui sont en train de se développer, de reco, d'IA, etc. Donc ça fait partie des plans que va vous permettre cette belle levée de fonds. Je voudrais bien creuser le sujet. On parle beaucoup de personnalisation à l'extrême. On personnalise le web depuis 20 ans. Le web 2, en gros, c'est login, mot de passe. Et donc, on peut savoir qui est derrière. Voilà. Là, on arrive à un degré de personnalisation presque automatisé grâce à l'IA. Et je serais curieux de creuser, sauf que tu dévoiles la recette magique, si vous l'avez déjà. Mais comment est-ce que vous allez faire cela? Parce que tu veux pas me pousser des produits futiles, tu veux pousser des produits complémentaires, tu me poussais le bon produit quand a priori j'ai fini le précédent. Quelle place de l'IA, quelle place de la personnalisation, de l'optimisation là-dedans?
Alors, honnêtement, j'ai pas du tout la recette magique. On est en train d'itérer, de tester aujourd'hui. Et en fait, on n'est pas forcément dans l'IA. Hein, c'est plutôt de l'algorithmie. Hein, c'est pas aussi complexe que l'IA. Enfin, c'est pas des LLM, tu vois. C'est des algorithmes qu'on teste qui s'améliorent. C'est juste que l'IA permet de les tester, de les améliorer plus facilement. Et nous, on est déçus par les solutions qui se trouvent sur le marché de reco et de personnalisation, parce qu'elles s'adressent souvent à des acteurs qui sont des grandes plateformes, qui ont des catalogues pléthoriques, et donc et qui ont on va dire des catégories de produits qui sont très différentes. Donc oui, ok, quand tu vas acheter des écouteurs, on va te pousser le truc pour les brancher, enfin, tu vois, le lecteur, quoi. Mais nous, c'est quand même plus subtil. C'est voilà, telle sauce, tel produit, et puis il y a tellement de consommateurs différents, donc c'est un peu plus complexe. Donc là, on est en train de tester dans plein d'emplacements différents, des algos différents. Mais tu vois, un truc tout bête comme le remplacement d'un produit. On a, à partir du moment où tu commandes jusqu'au moment où on va préparer ta commande, souvent il se passe 24 heures. Et dans ces 24 heures-là, potentiellement, je peux ne plus avoir de stock dans le produit que tu as commandé. Et j'aimerais bien te proposer une alternative. Ça peut se faire directement quand tu commandes, mais ça pourrait se faire après. Et j'ai besoin, en fait, je ne vais pas te proposer, parce que tu as quand même acheté un produit dont tu as besoin, donc il faut que je te propose quelque chose qui est quand même très similaire. Et aujourd'hui, on n'arrive pas, tu vois, notre algo, on n'arrive pas à faire des propositions qui sont vraiment pertinentes. Et donc l'idée, voilà, c'est d'arriver à des choses qui sont vraiment bien là-dessus, quoi. Et à terme, c'est que tu n'aies plus tellement besoin de te balader dans les rayons. En fait, tu n'es que des rayons de reco en fonction de ce que tu as acheté, où je vais te pousser des produits, mais qui sont plus organisés par rayon. Tu vois, c'est vraiment, ok, en fait, pour ta maison, je sais que tu utilises ça, regarde. Et on est encore loin. Hein. C'est marrant, c'est un peu la marotte. Je fais un aparté qui est très personnel, peut-être un aparté de boomer, j'en sais rien, mais je m'étais fait la réflexion, alors c'était pas sur la fourche, mais un autre acteur qu'on utilisait avant, que je n'allais que dans les paniers passés, plus la recherche pour le produit auquel je pensais. Et c'est comme ça, et me balader dans un rayon me manquait, tu vois. Et je m'étais fait la réflexion, parce que du coup, je m'étais forcé à aller me balader dans les rayons. Mon panier était plus important, hein, à la fin. Oui, bien sûr. Objectivement. L'UX, la CX, la customer experience, la user experience, la personnalisation, l'app aussi, j'imagine, fait partie des travaux que vous allez lancer ou relancer ou revoir. Ouais, complètement. Il y a tout ce travail donc d'expérience utilisateur digitale. Quel est le poids de la commande mobile versus la commande web aujourd'hui ? Là, figure-toi qu'on on est passé il y a quelques mois en majorité sur l'app. Donc aujourd'hui, il y a quelques mois seulement. Ouais. On a une forte, je sais pas, de prégnance du web. Et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on kill le web et on passe pas 100% sur l'app. Et c'est risqué. C'est risqué. Surtout qu'on avait un historique. À 50 millions d'euros, c'est risqué. Oui. La moitié descend. Oui. Non, mais. Et bon, peut-être que ça viendra un jour. On pousse l'app, en tout cas, sur le web. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu télécharges l'app, ton panier moyen augmente de 20 euros. À partir du moment où un utilisateur télécharge l'app, son panier moyen augmente de 20 euros. Ouais. C'est beaucoup plus pratique. À raison de 9 commandes par an, ça vaut le coup. Ouais. Ok. Ouais, oui, c'est quelque chose qu'on pousse énormément. Et ton expérience est bien meilleure sur l'app. Je suis très surpris du 50-50. Moi aussi. Ouais. Et je pense, on a mine de rien, on a quand même aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont âgés. Tu vois, on a vraiment une répartition. Mais âgés, tu vois, retraités, quoi. Tu vois. Beaucoup plus que moi. Oui, tu ne fais pas partie de ces gens. Ne t'inquiète pas. Et donc, c'est des gens qui sont moins à l'aise, tu vois, avec les apps, qui ont plus l'habitude de commander sur le web. Et je pense que ça joue un peu. Et peut-être sur une population qui est peut-être un peu plus rétive à la technologie. Tu vois, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Ok. Parmi les travaux aussi sur lesquels vous pourriez travailler avec cet argent frais, tu parlais de la livraison. Ouais. Tu peux me parler de l'état à date et puis les frictions, ou en tout cas les envies que vous avez, les frustrations que vous avez. En gros, historiquement, on a commencé avec une méthode de livraison qui était unique en France. Donc on avait en fait une livraison par relais colis et une livraison à domicile avec la Poste, avec Chronopost en gros. Donc on avait 2 partenaires
c'est assez facile. Tu fais des appels d'offres, tu négocies tous les 3 mois, tu as des meilleurs tarifs, tes volumes augmentent, voilà. Mais l'offre de service, la qualité de service est ce qu'elle est, c'est-à-dire que sur Chronopost, tu as un jour de livraison et tu peux pas savoir lequel c'est. Tu peux pas te décider, je vais te livrer tel jour. Nous, on leur donne les colis et c'est eux qui décident. Et ils disent à l'utilisateur, vous serez livré tel jour. Donc bon, on comprend bien que c'est quand même pas hyper pratique, surtout quand c'est en semaine. Et donc petit à petit, on s'est dit c'est pas possible, on va pas continuer en fait seulement avec cette offre-là. Surtout qu'entre-temps, après on est parti en Allemagne, on a vu qu'il y avait des pays où en fait la qualité de service était quand même bien différente. Et donc petit à petit, on a commencé à lancer ce qu'on a appelé la livraison zéro déchet ou la livraison sur créneau. Donc ça c'est pas par les mêmes acteurs, c'est souvent ces acteurs régionaux, ils n'ont pas du tout d'empreinte nationale. Donc il faut, dans chaque région, trouver des partenaires, les mettre en concurrence, faire un contrat et ensuite vérifier que ça fonctionne bien, etc. Donc maintenant, on a des dizaines de partenaires logistiques. C'est beaucoup plus complexe à gérer. Il faut gérer la traction, qui est donc l'envoi de l'entrepôt à leur hub régional local, alors qu'avant, c'était Chronopost juste à côté de notre entrepôt. Donc ça crée beaucoup plus de complexité, mais la qualité de service pour le client est bien meilleure parce qu'il y a un créneau de 2 heures souvent, on peut choisir son jour. Il n'y a plus de carton, c'est livré dans des bacs en plastique qui sont récupérés par l'utilisateur. On peut faire de la consigne, donc on a lancé un système de consigne, donc vous pouvez rendre 100% du verre que vous achetez à la fourche. Si vous avez une livraison zéro déchet, vous pouvez la rendre. Et nous, on la remet dans le circuit, on l'envoie à un laveur qui ensuite le remet dans le circuit. On récupère aussi les sachets, donc il n'y a plus aucun déchet. C'est bien mieux d'un point de vue écologique, c'est bien mieux d'un point de vue qualité-service, mais ça crée énormément de complexité. Et en fait, parfois, on a des petits ratés dans des régions parce que tel transporteur nous dit oui, je suis capable de faire telle qualité de service dans telle région. Et en fait, on se rend compte que dans le centre-ville de Rennes, ça marche très bien, mais dans la banlieue de Rennes, en fait, c'est une autre agence et là, ça marche pas du tout. Et donc, en fait, en permanence, il faut qu'on ajuste, on remette en concurrence, on réintègre de nouveau. Et donc, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est le chemin qu'on doit suivre. C'est le futur en fait de notre schéma logistique parce que ça, même d'un point de vue d'équation économique pour nous, c'est plus intéressant parce que certes il y a de la complexité de gestion, mais faire un colis en carton, ça prend 3 fois plus de temps que de faire une commande zéro déchet parce que il faut protéger, il faut mettre dans le carton, alors que là c'est vraiment on met les sachets dans un bac plastique qu'on ferme et puis après on récupère le bac après quoi. Donc ça fait sens, mais c'est un travail incroyablement chronophage, lourd, fastidieux. Ouais. T'es capable d'évaluer son coût, le coût de gestion et d'optimisation. Non, parce que mais justement tout l'enjeu là, ça va être de passer plus de temps à faire ça. En fait là, on va investir là-dedans. Parce que on sait que et c'est difficile à mesurer, mais on sait que l'impact en termes de churn, donc de rétention, va être très important. En termes d'AOV, sera important. En fait, si ta livraison se passe... Enfin, c'est le seul contact Average avec... order value, Oui, pardon, j'utilise des acronymes. Non, AOV. Donc, c'est la livraison, pour te donner l'ordre de grandeur par rapport entre Chronopost et livraison zéro déchet, donc entre la livraison par carton et la livraison zéro déchet, c'est 3 fois plus de temps à faire, Chronopost. C'est 3 fois plus de casse et c'est 3 fois plus de coûts d'emballage. Donc en fait, les ordres de grandeur sont évidemment, le zéro déchet, c'est mieux. Faut créer une organisation très fine pour gérer ça à la maille vraiment très, très fine géographique. C'est intéressant parce que là, tu viens de lever beaucoup d'argent sur une grosse valo avec cette belle croissance que vous avez. Il y a un moment où le curseur, tu le choisis entre respecter ton ADN et ta promesse. Vous êtes entreprise à mission, je crois. Ouais. Et en fait, de faire quelque chose qui est un peu moins en adéquation, mais qui peut-être rapporte plus ou en tout cas, vous fait économiser. Tu vois, là, en l'occurrence, alors il y a certaines décisions où tu as vraiment la performance économique vs la performance environnementale. Tu as vraiment les deux qui s'opposent. Là, en l'occurrence, ça va dans le même sens, puisque la livraison zéro déchet, c'est moins de déchets. Enfin, tu vois, ça fait sens d'un point de vue écologique aussi. Écologique, mais économique ? Économique aussi,
parce que c'est vraiment moins cher. C'est juste que il faut créer une organisation qui soit capable de gérer cette complexité. Et ça fait partie des travaux. Voilà. Mais on s'y retrouvera, tu vois. Je voudrais creuser un tout petit peu le sujet de la marque La Fourche, avec une question qui me taraude. Vous avez créé la marque en 2020, on s'est vu en 2022. Elle est déjà bien implantée. À l'époque, je crois qu'elle représentait 3% du catalogue, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'as un ordre de grandeur aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est à peu près 10%. Et c'est 400 plus rêves. de la moitié des ventes. Waouh, 400 rêves qui pèsent la moitié des ventes. Ouais. Bah, la question que j'aimerais te poser est la suivante. Ou plutôt la question, le sujet sur lequel je m'interroge, c'est que comme tu as cette promesse, c'est pas une promesse, comme tu optimises les catégories en disant que pour un besoin, pour un produit, j'ai qu'une seule offre, si tu remplaces au fur et à mesure et donc tu sors, j'imagine, les marques concurrentes, comment se joue cet équilibre ? Comment ça se passe avec les marques que vous C'est une très sortez ? bonne question. C'est une très bonne question qui remonte souvent dans les négociations avec les fournisseurs, t'imagines bien. Écoute, en fait, on s'est mis un maximum. On ne développera pas la marque propre. Au-delà, tu vois, on s'est dit 60-70% des ventes. Alors, ce qui est énorme, mais ce que, tu vois, un Trader Joe's ou un Mercadona, qui sont des marques dont on s'inspire sur leur marque propre. Mercadona, c'est une marque de distri espagnole qui est connue pour la qualité de sa marque propre. Trader Joe's, c'est des Américains. Et donc, eux, voilà, ils ont atteint ces niveaux-là, tout en ayant à côté des marques nationales. Et donc, nous, on veut continuer à avoir ce rôle de prescripteur et donc de sélectionneur des marques les plus engagées, qui font le meilleur boulot. Mais notre mission d'accessibilité, et voilà, la marque propre, La Fourche, elle est moins chère. Ben pourquoi ? Parce que quand on achète une marque, il faut bien comprendre que dans le coût des produits, il y a le coût du commercial, le coût du design, le coût de tous les coûts qui sont afférents à cette marque. Nous, on met tout sous l'ombrelle La Fourche, forcément, c'est plus efficient. Donc, on économise et c'est des gains pour le consommateur. Mais on ne veut pas aller à 100% et on gardera toujours un 30% minimum de marque nationale parce que c'est ce qui nous permet. Parce qu'il y a des marques sur lesquelles on ne sera jamais aussi bon qu'eux. On n'arrivera jamais à faire. Voilà, qui sont spécialisés depuis des années sur un typologie de produit. Ils ont un approvisionnement qui est très spécifique. On n'arrivera pas à faire et c'est très bien qu'il y ait des marques qui fassent des choses comme ça. Donc, on veut continuer à garder cette logique de sélection de prescripteurs, de dénicher les meilleures marques, mais sur les produits qui sont vraiment très mass market, où c'est assez standardisé finalement. Bon, on se dit qu'on est OK d'avoir des marques La Fourche qui sont souvent les mêmes producteurs qui travaillent en marque blanche avec nous, ça je le précise. Et d'ailleurs, on est parmi les seuls distributeurs à être 100% transparent sur notre marque propre. Peu de gens savent par exemple que Reflet de France, c'est Carrefour. C'est un des plus gros bangers de Carrefour, la marque Reflet de France. On dit, en fait, c'est la marque distributeur Carrefour. Un nom bien choisi, un bon marketing, voilà. Et des bons produits. Et donc, nous, on est transparent sur tous nos produits La Fourche. Quand tu lis l'étiquette, tu as qui est notre partenaire, en fait, qui est notre producteur. Et donc, on les met aussi en avant. Et donc, ils continuent à bosser avec nous, mais via la marque distributeur. Et donc, ça marche plutôt bien. Enfin, pour l'instant. Je vais faire un aparté, un deuxième, je crois. Assez long, ça te laissera le temps de boire si tu veux. Mais chères auditrices, chers auditeurs, j'ai fait un épisode passionnant avec un acteur de la grande consommation, un acteur des FMCGs, donc côté production, qui a un catalogue de produits que vous avez tous et toutes dans vos placards. On a fait un épisode passionnant sur les négociations avec la grande distribution. Malheureusement, cet épisode, on l'a enregistré il y a quelques mois, n'est pas sorti, ne sortira jamais, parce qu'il me dit trop de choses critiques sur justement les négociations. Enfin, critiques. Des choses importantes qui... Voilà, bref. Il se reconnaîtra parce qu'il écoute régulièrement le panier. Je te remercie, j'ai adoré cet épisode. Mais du coup, ça m'inspire des questions que j'ai pour toi. La première, pour rester sur le sujet des MDD, il me disait un truc que moi, je ne savais pas, c'est qu'en France... de mémoire, je crois qu'il m'a dit qu'on était à 10, 15, peut-être 20% de produits à de MDD, donc marque de distributeur, Reflet de France ou La Fourche. Ce qui, moi, me semblait beaucoup. Et il me disait que non, en Europe, dans d'autres pays, notamment la Suisse, par exemple, l'Allemagne, on atteint des 40, 50, 60% de produits MDD dans la distribution. Absolument. Et c'est aussi pour cette raison
que globalement, les produits de grande consommation sont moins chers dans ces pays. Parce qu'ils sont moins liés à des marques nationales qui, en fait, on paye un budget marketing, on paye des commerciaux qui doivent... On paye un logo. Ouais, c'est ça. Et bon, toutes des équipes en arrière qui vont vérifier que t'as bien mis en avant mon produit, qui vont dans tous les magasins, qui traversent la France pour vérifier tout ça, quoi. J'imagine, quand on parlait de l'étranger tout à l'heure, que ça a peut-être un impact, tu me le diras. Le deuxième point, on parlait de législation avec ce formidable invité. Et la question me vient, donc je la pose sans y avoir réfléchi, mais il y a des règles légales sur le prix de vente des produits de grande consommation, des marges que tu dois faire, un minimum. Oui. Vous tombez pas dans ce cadre-là, du fait du modèle avec l'adhésion ? Non. Nous, c'est le niveau de marge minimum, c'est 10%. Ouais, tu peux pas descendre en dessous. Et donc, nous, on le respecte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit qu'on vend à moins de 10% de marge. Mais la marge, c'est par rapport à ton... en fait, là, on parle de marge commerciale. C'est la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente. 10% de marge commerciale, c'est pas énorme. Soyons honnêtes, c'est pas beaucoup pour un distributeur. La marge moyenne, tu vois, elle est plutôt aux alentours de 30% dans la grande distrib. Et donc, comme ce que je disais, c'est que en fait, souvent, elle va être à 10% sur des produits de grande conso quand on est face en fait à un Nestlé qui négocie avec Carrefour Monde sur tous ces marchés. En fait, la force de frappe de Nestlé, elle est phénoménale et les consommateurs veulent les produits Nestlé. Oui, c'est ça. Le patron d'enseigne, il veut avoir de la Nespresso dans ses rayons. Ouais. Donc, il en a besoin. Et donc, le taux de marge, il est à 10%. Par contre, quand il y a une petite marque bio qui va arriver, qui va dire, bon, ben, moi, je fais 3 millions de ventes en France. Ah, bon, très bien, mais toi, on va te marger. Tu vas accepter des prix qui sont vraiment très, très bas et on va bien te marger pour se rattraper. Et nous, on rentre pas dans ce jeu-là, en fait. On a la chance de pouvoir s'extirper de ce jeu-là, et aussi parce que un de nos engagements, c'est de ne pas mettre les producteurs en difficulté, enfin vraiment d'avoir une relation en fait bienveillante. Et pour un peu compléter là-dessus, c'est que quand on a monté La Fourche avec mes associés, on voulait vraiment recréer un distributeur en fait qui soit un distributeur moderne, qui soit à sa juste place de distributeur. Parce que soyons honnêtes, les gens qui font tout le boulot dans l'alimentation, c'est quand même les producteurs. Enfin, c'est eux qui créent les produits qu'on consomme. Le distributeur, il fait juste de la logistique. C'est complexe. Je suis distributeur, mais je comprends pas que ce soit 80% de la valeur qui soit accaparée par ce maillon de la chaîne. C'est absurde en fait. Et donc nous, on a juste envie de créer un distributeur qui a sa juste place de distributeur et qui prend sa juste marge et pas une marge trop prépondérante dans la chaîne de valeur. Merci. Revenons sur l'international, puisqu'on a commencé à en parler. Vous êtes lancé en Allemagne, vous lancez récemment l'Autriche. Comment est-ce que vous gérez ce lancement ? J'imagine qu'il y a des différences. Alors, il doit y avoir un playbook, La Fourche, que vous essayez de répliquer, j'imagine, tu me le diras. Mais aussi des personas et des usages qui sont un peu différents, des niveaux de qualité qui sont différents, tu le disais tout à l'heure. Ouais, donc ça fait quelques années maintenant qu'on est en Allemagne. On a lancé l'Autriche depuis l'Allemagne parce que le consommateur, l'Autriche, ça fait vraiment pas longtemps, donc je pourrais pas trop en parler. On a très très peu de gens là-bas. Disons qu'on a juste ouvert les vannes du marketing en Autriche et on a signé un accord avec notre livreur, entreprise de livraison qui livre en Autriche également. Donc depuis l'Allemagne ? Depuis l'Allemagne. Donc c'était pas très très différent. Mais l'Allemagne, pour le coup, ça a été un vrai travail. Donc nous, on est une entreprise engagé et quand on bosse dans l'alimentation, dans la bouffe, le local, ça joue énormément, évidemment. Donc pour nous, c'était hors de question d'envoyer des produits français en Allemagne. Il fallait vraiment qu'on recrée un catalogue sur place, qu'on recrée une marque, un vrai attachement à la marque. Donc on a recréé une marque, La Fourche en Allemagne s'appelle Ackerharz, et on a recréé un catalogue from scratch. A-C-K-E-R-H-E-R-Z, c'est le cœur du champ, c'est ça ? Ouais, le cœur du champ. Et donc on a recréé un catalogue et toute c'est la même plateforme de marque, mais voilà, l'idée c'est vraiment chaque fois qu'on ouvre une nouvelle géographie qui est différente, il faut qu'on s'adapte aux traditions locales, aux produits locaux. Les Allemands ne mangent pas pareil que nous. Les Allemands ont des produits. Alors j'ai appris par exemple, j'ai découvert l'univers des spreads, des pâtes à tartiner en Allemagne. Quand on se balade, si vous avez eu l'occasion, certains auditeurs, de se balader dans les supermarchés en Allemagne, vous allez voir que le rayon en fait, produits à tartiner en fait, est vraiment très très développé.
Il y a plein de choses. Ça peut être du houmous, mais c'est plein de choses. C'est au rayon sec, hein, c'est pas au frais. Et ils ont vraiment, voilà, et donc de fait, Hacker Heart a développé ce rayon qui n'existait pas très peu en France. Mais ce qui est marrant, c'est que la première année, on a vraiment dû s'adapter aux spécificités du consommateur allemand. La petite anecdote que je dis souvent, parce que je trouve ça assez drôle, c'est que ça faisait quoi ? Ça faisait 3 ans qu'on existait en France et jamais personne en France nous avait envoyé des questions sur nos CGV. Et en fait, on a lancé en Allemagne et on a eu pas mal d'utilisateurs allemands qui nous disaient page 35. Mais non, j'adore l'Allemagne. 12 des CGV, il y a telle phrase, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Les gens lisent les CGV, mais les 40 pages des CGV, c'est incroyable. Donc voilà, il faut être très précis en Allemagne. Ce sur quoi on a dû s'adapter aussi, c'est la social proof, la preuve en fait des pairs, la validation sociale en fait est très importante. Donc pour une marque qui se lance en Allemagne, c'est pas facile parce que on n'a pas encore ces utilisateurs qui peuvent commenter sur la qualité de service. Donc on a mis du temps à créer un petit peu ces commentaires sur Trustpilot, sur les réseaux qui disent du bien du service. Et on a revu toute notre landing page, toute notre proposition de valeur est présentée différemment en Allemagne parce que c'est pas les mêmes logiques. Et une fois qu'on a réussi à bosser vraiment sur le produit, qu'on avait développé notre catalogue, là après c'est le playbook marketing qui rentre en jeu. Le playbook marketing, il est assez classique et il est à peu près ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire qu'on commence sur les choses faciles, à savoir Google Shopping, parce qu'on a un avantage prix, donc on est toujours très bien présenté sur Google Shopping. Et ensuite, on va sur du méta, de l'influence, et ça reste... et le referral, donc le parrainage. Donc ça, c'est vraiment nos 4 piliers. Et après, c'est du partenariat, d'autres plateformes, de réseaux sociaux. Bon, ça, c'est plus anecdotique. Mais nos 4 piliers, c'est vraiment ça, quoi. La tech. Vous étiez passé de Shopify à Silius, si je dis pas de bêtises, ouais. En 2022. Ouais. Un replatforming qui devait durer 3 mois, qui en a duré 8. Assez douloureux. Si je me souviens bien de notre discussion, mais qui marche bien apparemment, ou a bien marché, j'en sais rien. Tu vas me répondre justement. Silius, c'est un framework PHP basé sur Symfony qui permet d'ajouter une brique e-commerce à un environnement Symfony. Symfony, PHP. Est-ce que open source, c'est important, mais où il y a beaucoup de développement à faire versus des solutions sur étagère, dont on parle assez souvent sur le panier. Est-ce que vous êtes resté sur la même tech en Allemagne ou ça a été l'occasion peut-être de tester quelque chose d'autre ? Non. Sur la partie tech, on a vraiment copié ce qu'on faisait en France. Et ces 2 systèmes séparés ? Ces 2 systèmes séparés, on a dupliqué en fait le site et on a juste créé une langue différente. Et ouais. Je crois que vous êtes 300, tu m'as dit combien ? 370 à peu près à date en interne. La tech est internalisée ? Ouais. Okay. On fait tout nous-mêmes à la fourche. C'est une de nos caractéristiques, c'est qu'on n'externalise rien. Quasiment rien. Pourquoi ? Moi, je viens d'agence. Ouais. J'ai bossé beaucoup en agence avant de... Donc, j'ai vu l'univers des agences et en fait, pour moi, externaliser quand on est dans l'urgence, pourquoi pas. Mais en fait, si c'est ton cœur de métier, il faut que l'expertise soit en interne. Et je considère que la tech, c'est notre cœur de métier. Et c'est comme la logistique. On a internalisé la logistique. Il y a plein de gens qui nous ont dit, mais vous êtes fous. Et aujourd'hui, si on va arriver à la rentabilité, c'est parce qu'on a maîtrisé la logistique à un point tel que, en fait, il n'y a pas un acteur aujourd'hui, tu vois, dans le marché des logisticiens qui est capable de faire mieux que nous sur nos spécificités, tu vois, sur notre... Et donc, on est assez convaincu de ça. En tout cas, en France. En Allemagne, par exemple, on a externalisé la logistique. Parce que, en fait, l'expertise allemande en logistique était beaucoup plus importante que ce qu'on a pu trouver en France. Donc, évidemment, il faut se poser la question, mais sur tout ce qui est la partie acquisition, on n'a jamais fait appel à des agences, on a toujours tout fait en interne. Moi, j'ai toujours recruté les talents. Enfin, je commençais moi-même, parce que moi, je bossais en agence sur du marketing digital. Et voilà, on a eu cette volonté vraiment de tout faire en interne. Et je pense que ça nous a servi. C'est une discussion que j'ai eue il y a 2-3 jours. Je le salue avec Mathieu. Je vais écorcher son nom de 202 e-commerce. Je suis désolé. Bref, Mathieu. Il me disait, on parlait de ça justement, de l'internalisation, parce que nous, on a signé un grand groupe du luxe récemment qui a une Shopify Factory en interne. Et donc, les devs Shopify pour toutes les maisons de ce grand groupe sont faites en interne.
Et il me disait, mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis, et c'est là que je lui rends je rends à César ce qui appartient à Mathieu, il n'y a pas de maçon chez McDo. McDo, son métier, c'est de faire des bons burgers ou de faire d'ailleurs de l'immobilier. C'est ce qui est plus juste. Ton métier, c'est pas la tech. Mon métier, c'est en partie la tech. Il faut qu'en fait, notre modèle, il est tellement compliqué qu'il faut qu'on soit excellent sur la tech, la logistique et les achats. Tu m'as dit qualité, praticité, prix. La tech, c'est la praticité ? Ouais. Ok. Ouais. Et pour moi, ça fait partie de notre, des expertises qu'il faut qu'on maîtrise, quoi. Après, si tu sors le luxe, la tech, c'est pas leur métier, tu vois. Et puis en plus, il y a aussi un truc de, comme nous, on a une culture d'entreprise, on est des centimis. On va rien lâcher. Enfin, tu vois, il y a un peu un truc de, on va itérer 50 fois, on va tout tester. Et donc, c'est une culture qui est bien adaptée au digital. Le luxe, avec les marges qu'ils ont, ça marche où ça passe. Enfin, tu vois, genre, bon, ça va rien changer à leur vie, quoi. Ça, c'était avant 2025. 2025, c'est une année compliquée dans le luxe. C'est une année compliquée partout, je crois. Bah, sauf pour vous, avec vos 35% de croissance. J'ai géré la data analytics pour des grands groupes de luxe au niveau mondial en France. Je dois dire que, tu vois, sur le digital, à l'époque, en tout cas, je leur aurais conseillé d'externaliser, vu les compétences qu'ils avaient en interne. Il ne s'agit rien. Allez hop, c'est dit, next. Allez, pour atterrir dans ce catch-up qui est censé, en général, être plus court, mais qui ne le sont pas récemment. Récemment, d'ailleurs, dernier catch-up avec Recycle Livre, que je vous conseille vivement d'écouter, chers auditrices, chers auditeurs. Dans un livre chez eux très récemment. C'est vrai ? Oui, bien sûr. L'expérience ? Bah super. Du coup, je l'ai reçu assez rapidement. Bel épisode que je vous recommande, chers auditrices, chers auditeurs, où on parle de pilotage, de valeur, avec Sylvain Joly. Je vais vérifier dans un instant. Et pour atterrir donc, dans ce catch-up qui est censé être plus court, je voudrais. Je t'avais dit que ce serait bien que tu m'expliques les raisons d'une croissance si insolente. Tu m'en as donné déjà une pendant notre échange qui était pendant la crise qu'on a connue et qu'on connaît depuis quelques années. Et ben finalement, ce positionnement qualité-prix. J'oublie praticité à ce moment-là, mais dans un marché du bio qui faisait moins 10, vous faisiez 73% de croissance, ça en était une. Il y a le positionnement sur le prix, mais ensuite je te parlais des leviers et tu m'as dit 3 choses. Tu m'as dit on fait énormément de tests, on fait du out of home, on fait des campagnes télé, on a fait beaucoup de notos, on fait de l'influence et on a un gros focus digital. Terminons là-dessus. Les campagnes télé, 7 campagnes. Ouais. Écoute, cette campagne, on a appliqué la même méthodologie que sur le digital. Donc, c'était toujours de la direct TV, hein, donc on bénéficiait de tarifs très avantageux, qui d'ailleurs sont, ce qui est moins le cas parce que les tarifs ont augmenté récemment. C'est pour ça aussi qu'on a arrêté. On a fait cette campagne, on a itéré sur toutes les dimensions possibles, imaginables. On a même fait on s'est même foiré. On a fait deux spots pour la petite anecdote, et on testait toujours en pré-roll les spots. On faisait différentes versions des spots, on les testait sur YouTube en pré-roll. Avant de lancer les campagnes télé. Avant de lancer les campagnes, pour avoir le meilleur A/B tester ton post. Et donc on a... Et c'est représentatif, c'est pas le même auditeur, c'est pas le même, c'est pas la même audience. Non, mais alors si t'as pas trop de différence, mais si t'as un gros écart. Et en fait, on avait fait un premier post, un premier spot qui avait bien fonctionné, mais c'était très... straight to the point, enfin tu vois, genre très classique, proposition de valeur 20 secondes, le bio moins cher, on est content, fais-moi, je te livre, etc. Donc à un moment on s'est dit, bon, ça manque un peu d'inspirationnel, ça manque un peu d'émotion, donc on voulait faire un truc un peu plus marque, brand, quoi. Et on l'a testé et on a eu 40% de performance en moins, quoi. Vraiment, donc on l'a jamais sorti. Okay. Il est resté au placard. Non, mais c'est un bon enseignement en tout cas, et on n'y pense pas forcément pour ceux qui font des campagnes télé. Il est possible, on a fait plusieurs épisodes sur le sujet, et c'est vrai que je voulais en refaire, avec quelques acteurs qui auraient fait ça, d'acheter de l'espace télé pas cher en last minute l'été sur des petites chaînes, pas forcément des chaînes nationales, et ben tester ces assets, ces vidéos en pré-roll sur YouTube, c'est intéressant. Ouais. Et donc nous c'est vraiment ce qu'on a fait, hein, c'est des petites campagnes, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent, mais c'était à chaque fois sur des... On a un état d'esprit très perf, de toute façon, ce que je te disais, globalement, parce que voilà, moi je viens de là, et quand t'es centimie, en fait, la perf c'est ce qui rapporte le plus, quoi.
Et on a testé plein de choses en physique, des événements, de l'affichage, de la télé, etc. Et aujourd'hui, la conclusion, c'est qu'on se concentre quand même globalement sur le digital. Donc, perf, et on se rend compte en fait que il a fallu 7 campagnes pour arriver à cette conclusion. Non, mais on a eu des super perfs en fait en télé. En fait, on a eu une courbe de progression qui était hyper intéressante. Parce que au fur et à mesure, en fait, identifie quels sont les meilleurs spots pour toi, quels sont les meilleurs environnements. Donc, c'est quoi les émissions télé qui fonctionnent le mieux, quelle est la fréquence, la répétition qui fonctionne le mieux. Donc, on a eu vraiment une courbe de progression hyper importante. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et en fait, on a fait un plateau. Et les chiffres ont commencé, les coûts en fait, d'achat, le GRP a commencé à augmenter. Et donc là, on a arrêté. Je pense que ça nous a donné un vrai boost de noto parce qu'on a fait des campagnes, tu vois, de notoriété. Enfin, on a fait des mesures de notoriété et on a vraiment vu, voilà, auprès des consommateurs que notre notoriété a quand même vachement augmenté, assistée, spontanée. Mais je pense qu'aujourd'hui, la notoriété, tu peux aussi, comme tout le monde est sur le digital, tu peux aussi la chercher, tu vois, en ligne, quoi. Et donc, on a une communauté d'influenceurs qui fonctionne très bien. On a une communauté d'ambassadeurs chez nos adhérents qui parrainent, qui en parlent autour d'eux. Sur YouTube, sur Meta, sur Insta, tu fais de la noto en fait aussi, parce que et donc on préfère en fait se concentrer sur le digital avec des dispositifs qui sont à la fois haut de funnel et bas de funnel, mais au moins on peut mesurer, on sait où on met notre argent, enfin tu vois, voilà. Même si on essaie de gagner en indépendance par rapport au GAFA, et je rêve du jour où j'arrête d'investir de l'argent chez Mark Zuckerberg et tout passe en bouche à oreille, tu vois, en parrainage. C'est pas encore le cas, mais on fait tout d'un point de vue produit pour que ce soit le cas. Tu dois quand même voir une accélération de l'organique quand tu passes de 70 000 membres à 150 qui sont a priori satisfaits, ou en tout cas pour une autre partie d'entre eux. Tu vois ce que je veux dire, le bouche à oreille augmente naturellement. Ça dépend. Il faudrait que ce qu'on appelle le K-factor, c'est le pourcentage de tes adhérents qui vont en parler à d'autres. Tu vois, s'il reste le même, en fait, ta proportion ne va pas augmenter. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui en parlent dans ta population. Non, mais s'il reste le même, tu en as déjà 2 fois plus qu'avant. Oui, mais tu grossis. Tu vois, donc en proportion, ça reste la même chose. Et nous, ça augmente, ce qui est un très bon signe parce que ça veut dire que les gens sont de plus en plus satisfaits du service. Et aujourd'hui, tu vois, le parrainage en tant que tel, quand on fait des bons mois, c'est 15%. L'organique, c'est un tiers de notre acquisition. Sur 10 000 membres actifs, 10 000 membres acquis sur une période donnée, il y en a un tiers qui viennent de l'organique. Et il y en a 1500 qui ont été parrainés par des 1500 parrainés par des familles, des proches, quoi. Et c'est quelque chose sur lequel vous essayez de travailler, de pousser. Vraiment... Alors quel levier on tire, quel fil on tire, pardon. Alors le parrainage, le secret, c'est ton dispositif. Donc l'UX, on parlait du UX. Donc est-ce que c'est facile? Donc, pour te donner un exemple de ce qu'on a pu faire, c'est que aujourd'hui, tu sais qui tu parraines, tu peux le relancer. Tu vois, avant, t'envoyais des messages, mais t'avais pas le suivi. Donc là, tu peux relancer les gens. On leur propose. Tu peux partager ta liste de produits préférés pour les aider à faire leur première commande. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Je sais, par exemple, que tu vois des boîtes comme HelloFresh, ils sont montés jusqu'à 1/4 de leur acquisition. En parrainage. En parrainage, tu vois, et c'est un peu notre objectif. Et le deuxième gros point sur le parrainage, c'est l'animation. C'est qu'en fait, il faut faire des événements. Donc nous, en gros, tous les 2 mois, tu as un bonus supplémentaire sur le code promo. Au lieu que ce soit 20 € pour le parrainé et le parrain, c'est 30 €, ou tu as un cadeau. Enfin, voilà, il faut animer ton truc pour rappeler aux gens que, ah oui, c'est vrai, je peux parrainer. Sinon, en fait, tu as pris ton habitude. Je sais pas combien de personnes tu as parrainé, Laurent. Mais tu vois, t'oublies au bout d'un moment que tu peux le faire. Moi, aucune. Et pourtant, je suis très satisfait. T'as pas suivi nos... Non. Mais en ce moment, on a par exemple 6 bocaux le parfait, tu vois, pour mettre ton vrac, qui sont offerts en plus des 20 €, tu vois, et voilà, et ça booste le parrainage de manière organique, quoi. J'ai plein de bocaux le parfait à la maison pour mettre le vrac que je commande sur la fourche. Et la boucle est bouclée, sauf qu'il faudrait que je parraine des gens. Allez, un dernier point avant de finir.
parmi les tests de Noto que les tests que vous avez fait, et tu me dis on fait beaucoup de tests, vous avez fait beaucoup de tests de Noto, dont du face-to-face, du porte-à-porte. Compliqué. Mais intéressant. Tu vois, on parle de scalabilité, vous avez doublé Vous avez 10 ans, vous allez faire 100 millions, enfin 8 ans, vous allez faire 100 millions, 150 000 membres x2 en 3 ans. Comment est-ce qu'à un moment tu te dis le porte-à-porte, ça va marcher? Parce qu'il y a des boîtes qui ont réussi à scaler ça. Je pense à des boîtes anglaises. Tu vois, il y avait The Milkman, il y avait une boîte qui faisait des croquettes pour chiens livrées. Je me souviens plus du nom. Qui avait réussi à scaler ce modèle-là. Il y avait HelloFresh qui en a fait pas mal. Et ils continuent à en faire depuis des années. On dit, bon, s'ils continuent à en faire depuis des années, qui sont quand même bien ROI-driven, on va essayer. Je vais pas te mentir, le coût d'acquisition était légèrement élevé. Mais c'était pas si dégueulasse que ça. Et en fait, c'est le genre de truc où tu te dis, ok, si j'y passe assez de temps, assez d'optimisation, je pourrais réussir à, tu vois, arriver à un truc qui est acceptable. Mais ça... Et de l'autre côté, tu as un bouton dépenser plus sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est que c'est quand même, c'est plus compliqué. Mais après, c'est pas forcément les mêmes publics. Mais oui, donc le face-à-face, c'est tu formes des gens. Et c'est un petit peu comme les fundraisers qu'on a dans la rue qui vont... Donc ça peut être sur des zones publiques ou ça peut être en porte-à-porte et qui sont incentivés à te proposer. Et nous, ça marche bien parce qu'on a un système d'adhésion. Tu vois, donc si la personne adhère, tu vois, c'est 60 € d'adhésion. Donc tu vois, c'est facile aussi de mesurer... Donc, c'était clairement le coût d'acquisition était trop élevé, mais c'est pas un truc que, pour le coup, ça c'est un truc que le jour où on a une lifetime value qui est plus élevée et donc où je peux augmenter mon coût d'acquisition, c'est peut-être quelque chose que je pousserai davantage. Intéressant, et tu peux certainement le pousser en plus. Alors, on n'a pas parlé de régionalisation et on n'aura pas forcément le temps, mais tu peux certainement pousser le face-to-face et le porte-à-porte en parallèle d'autres actions de communication que tu fais quand tu lances une nouvelle zone. Tout à fait. Et il n'y a rien de plus ciblé que du porte-à-porte pour aller cibler le quartier que tu veux targeter avec... t'es sûr de toucher les bonnes personnes, quoi. Ouais. Sur la régionalisation, j'y viens vite, mais tu me disais qu'aujourd'hui, la région parisienne, ce n'est que, entre guillemets, 40% du volume national français. Ouais. En valeur, en volume? C'est en volume, ouais. En volume. Et que Paris ne pèse pas grand-chose dans ses... Enfin, ne pèse pas la majorité de ces 40%. Tu me disais aussi qu'il y a une grosse différence de comportement entre la ruralité et l'urbanité. Ça se dit pas, comment on dirait? Un consommateur urbain et un consommateur rural. Et moi, machinalement, j'avais envie de te dire, bah oui, c'est normal, en ville, c'est chiant de faire des courses. Et tu me disais, ben non, en fait, c'est beaucoup plus chiant en région. Bah, nous, notre objectif, c'est de remplacer le passage en supermarché. Et donc, cette occasion d'achat-là, elle n'existe pas dans les grandes villes. C'est-à-dire que toi, Laurent, tu vas jamais dans un hyper. Comme moi, habitant tu vois, en banlieue parisienne, je vais jamais dans un hyper. En fait, on a des moyennes surfaces, en fait. Des petites surfaces ou des moyennes surfaces. Mais il n'y a pas le prix du foncier trop élevé pour qu'il y ait des hypermarchés, en fait, proches des centres-villes. Sinon, il faut vraiment se déplacer, quoi. Et du coup, la plupart des gens qui habitent en centre-ville ou en banlieue proche de grandes villes, ils n'ont pas d'hypermarché à proximité, ou sinon ils doivent se déplacer tout autant qu'en réalité. Et donc, ils se retrouvent à faire leurs courses dans des petites supérettes de proximité où les prix sont très élevés. Et donc là, c'est vraiment le côté prix qui devient important. En ruralité, les consommateurs, ils doivent prendre leur voiture la plupart du temps pour faire leurs courses. Et donc, ça rajoute un coût. Donc déjà, ça prend du temps. C'est chiant de prendre sa voiture. Et en plus, ça rajoute un coût qui est celui de l'essence qu'on va mettre. Et donc, nous, et c'est pour ça que le projet de la fourche, c'est aussi un projet qui est fondamentalement écologique. C'est que nous, on veut supprimer en fait ces déplacements en voiture. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a calculé l'impact carbone de la livraison validé par un organisme de calcul indépendant qui s'appelle Eco2 Initiative. Et donc, en moyenne, faire ses achats à la fourche, c'est environ 3%. C'est 3 fois moins d'impact carbone que d'aller les faire ses courses soi-même. C'est 3 fois moins d'impact carbone de se faire livrer par la fourche, je le répète, que d'aller faire ses courses soi-même. C'est pas 3%, c'est 3 fois moins. 3 fois moins, 300%. Même si on va faire ses courses à pied ou en vélo. Si on va faire ses courses à pied ou en vélo, c'est 50% de moins. Pourquoi ? Sur la fourche. Ouais.
Donc souvent les gens me disent ah oui, mais de toute façon, moi, c'est pas grave parce que je vais faire mes courses en vélo. Eh ben, il vaut mieux se faire livrer quand même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vélo, c'est le dernier kilomètre. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est toute la chaîne amont, que le magasin, en fait, il est livré tout autant par un centre d'achat qui est unique en France. Et en fait, le magasin, il est réfrigéré, chauffé. Enfin, le magasin, c'est un coût environnemental en tant que tel qui est phénoménal. Et nous, on évite ça parce qu'on a un entrepôt unique pour la France. Et donc, quand on fait le calcul de tout, eh ben, il vaut mieux qu'on y aille à pied, en vélo, en métro ou en voiture. Il vaut mieux se faire livrer. Un entrepôt unique pour la France ? Ouais. Qui sert à toute la France. Ok, c'est la définition d'un entrepôt unique pour la France. Ok. Alors, on aura peut-être à un moment, si notre offre de frais se développe, comme on a une volonté de localité très forte, on aura peut-être des achats localisés sur le frais. Parce que là, il y a vraiment une notion sur les produits secs. Ça représente quoi aujourd'hui, le frais ? C'est pas grand-chose. Je ne saurais pas te dire... parce qu'on l'a lancé aujourd'hui, donc quand on s'était vu il y a 3 ans, on allait le lancer en Île-de-France. Aujourd'hui, c'est Île-de-France, Lille et sa région, Bordeaux, Lyon, et on va lancer Marseille en 2026. Et pour l'instant, on va s'arrêter là parce que toujours avec un entrepôt, ouais, le frais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc il faut qu'on améliore un peu le schéma logistique. C'était passionnant, merci infiniment Lucas. Vous pouvez poursuivre, chers auditrices, chers auditeurs, la conversation avec Lucas Lefebvre, je vous l'appelle Lefebvre sur LinkedIn si vous le souhaitez, mais j'en suis certain. Évidemment, allez faire un tour sur lafourche.fr pour voir tout ce dont on a parlé depuis un petit bout de temps. Il y a un Black Friday ? Non, on est anti-Black Friday. Anti-promo fil. Bah non, vous n'êtes pas promo fil. Enfin, en fait, il y a des promos tout le temps. Promo pas, parce qu'il y a des promos tout le temps. Voilà, ouais. En fait, le modèle fait que c'est des promos toute l'année. Donc, il n'y a pas de moment particulier où il y a plus de promos. Ok. Lucas, merci infiniment. Merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire sur lepanier.io pour ne rater aucun prochain épisode. Abonnez-vous sur YouTube. Faites-le tout de suite. Comme ça, ce sera fait sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun futur épisode. Lucas, merci infiniment. Merci à toi, Laurent. Et je vous dis à toutes et à tous et à toi, à bientôt. Salut.